Le détartreur hurla lorsque mon téléphone vibra contre le plateau en métal. Je ne jetai pas un regard. Pas avant que la ligne de prévisualisation ne s'illumine sur l'écran. Nous avons réservé toute la semaine de la mi-juillet. Mon assistante se figea au milieu d'un pas, le regard interrogateur. Une autre vibration, plus insistante cette fois. Toute la famille. 32 personnes. Je reposai le détartreur et le déclic, métallique et sec, résonna avec une force démesurée dans la pièce d'un blanc immaculé. Dehors, quelqu'un éclata de rire, un son lointain et insouciant qui semblait venir d'un autre monde. À l'intérieur, l'air autour de moi se raréfiait, devenant presque irrespirable. Une attente tendue, imprégnée d'une odeur d'antiseptique et de métal. D'un geste lent, délibéré, je retournai le téléphone, face contre la surface froide du plan de travail. Je devais garder mes mains stables. Il pensait que ce n'était qu'une autre annonce familiale, une de ces nouvelles que j'avalerais comme toujours, sans un mot, sans une plainte. Mais il n'avait aucune idée de ce qu'une bouche obstinément fermée pouvait mettre en mouvement, de la force silencieuse qui s'y accumulait. Je m'appelle Chloé Dubois, et la majeure partie de ma vie, j'ai eu l'impression de me tenir sur le seuil d'une porte, assez proche pour tout entendre, pour percevoir les éclats de rire et les murmures, mais jamais assez pour être véritablement invité à entrer. Je suis l'enfant du milieu, celle qui comble le vide, le tampon, celle dont on ne se souvient que lorsque quelqu'un d'autre a besoin de quelque chose. Mon frère aîné, Lucas, a toujours été la tête d'affiche, le grand titre. L'athlète, le casse-cou, celui dont maman aimait se vanter lors des barbecues dominicaux. Mon frère cadet, Léo, est arrivé avec le charme sans effort de quelqu'un qui n'a jamais eu à se battre pour attirer l'attention, pas un seul jour de sa vie. Le monde l'a accueilli les paumes ouvertes, et chaque fois, mes parents applaudissaient avec ferveur. Je suis devenu la personne stable par défaut, celle qui s'assurait que les choses ne s'effondrent pas pendant que personne ne remarquait même que je tenais quoi que ce soit. Quand Lucas oubliait ses rendez-vous chez le dentiste, je trouvais une excuse pour le couvrir. Quand Léo égarait les cartables des enfants pendant des week-ends entiers, c'était moi qui refaisais son parcours, appelant les parcs et les amis. Si quelque chose se renversait, le verre tombait inévitablement de mon côté de la table. Si quelque chose devait être fait, d'une manière ou d'une autre, la tâche finissait toujours entre mes mains. Ma mère, Monique, me tapotait le bras avec un sourire et disait « Merci d'être si fiable, ma chérie ». Mon père, Jean, hochait la tête comme s'il venait de confirmer une mission accomplie. La fiabilité est une cage étrange. On ne se rend compte qu'on est piégé que lorsque la porte se referme de l'intérieur, sans un bruit, verrouillée par les attentes des autres. Au fil des années, j'ai appris à rétrécir les contours de mes propres besoins jusqu'à ce qu'ils deviennent presque invisibles. J'ai gardé mes choix simples, mes désirs modestes. J'ai géré mes propres dépenses, notant scrupuleusement chaque facture dans un petit carnet à spirale si usé que sa couverture s'enroulait comme une vague. Je ne demandais jamais d'aide, car l'aide venait toujours accompagnée de commentaires, de conseils non sollicités ou d'un soupir à peine déguisé. Je ne parlais pas de mes rêves, car les rêves avaient cette fâcheuse tendance à être réutilisés pour la convenance de quelqu'un d'autre. Pourtant, j'avais gardé un rêve enfoui très profondément, quelque part au calme, dans un espace qui n'appartenait qu'à moi, un endroit où je pourrais enfin respirer sans avoir à mériter chaque bouffée d'air. Le lac avait toujours été cet endroit. En grandissant, chaque fois que nous passions en voiture devant une étendue d'eau calme, ne serait-ce qu'un aperçu fugace depuis l'autoroute, je sentais quelque chose se détendre en moi, un nœud se défaire dans ma poitrine. J'imaginais une vie où personne n'entrait sans frapper, où les voix ne s'élevaient pas les unes au-dessus des autres dans un vacarme incessant, où les obligations n'étaient pas déguisées en affection. Le jour où j'ai vu pour la première fois l'annonce pour le gîte au bord du lac, je n'ai pas eu l'impression d'une découverte. C'était une reconnaissance, comme si cet endroit m'avait attendu, patiemment, le temps que je le rattrape. Je n'ai rien dit à ma famille quand je suis allé le visiter. Je ne leur ai rien dit quand mon offre a été acceptée. Je ne leur ai rien dit le soir où j'ai signé les documents de vente chez le notaire, avec des mains qui ne cessaient de trembler d'un mélange d'effroi et d'exaltation. La seule personne qui ait jamais su était Manon Leroy, la seule amie qui avait suffisamment vu ma famille pour comprendre pourquoi le secret n'était pas de la mesquinerie, mais une forme de protection, une armure nécessaire. Je pensais avoir le temps. Le temps de trouver le bon moment pour leur expliquer. Le temps de montrer à mes parents la cuisine que j'avais peinte moi-même, de la couleur du ciel d'aube. Le temps de laisser mes frères voir que j'avais construit quelque chose sans que leur ombre ne plane dessus. Mais les familles comme la mienne n'attendent pas.
Elles décident. Et quand elles veulent quelque chose, elles ne demandent pas à qui cela appartient. C'est pourquoi cette simple ligne de prévisualisation sur mon téléphone, nous avons réservé toute la semaine de la mi-juillet, ressemblait moins à une annonce qu'à un verdict. Je n'ai pas écouté le message vocal tout de suite. J'ai fini de nettoyer mon poste de travail, retiré mes gants avec une précision chirurgicale, et je me suis lavé les mains jusqu'à ce que l'eau redevienne froide contre ma peau. La routine m'a stabilisé. La routine a empêché ma poitrine de se serrer. Mais lorsque je suis finalement entré dans la salle de stockage, loin des patients, des lumières crues et du bavardage incessant, j'ai appuyé sur lecture. La voix de ma mère a éclaté du haut-parleur, comme quelqu'un qui ouvrirait une porte à la volée sans frapper. Nous avons réservé toute la semaine de la mi-juillet dans ton nouveau gîte au bord du lac. Je fixais le mur de bacs étiquetés, gaz, sachets de stérilisation polis, chaque chose à sa place, dans un ordre parfait. Les mots ne correspondaient pas à la pièce dans laquelle je me trouvais. Ils ne correspondaient à rien. Maman semblait joyeuse, triomphante même. Toute la famille, a-t-elle ajouté, comme si cela clarifiait tout. 32 personnes. Elle a insisté sur le nombre, comme si elle en était fière, comme si c'était un cadeau, comme si le poids de 32 corps, 32 attentes, 32 voix s'écrasant dans l'endroit que j'avais bâti seul était quelque chose dont je devais être reconnaissante. Puis vint la partie qui resserra l'air autour de moi. Bateau, barbecue, feu d'artifice, la totale. J'ai fermé les yeux. Pendant un instant, la pièce a basculé. Je l'ai vu. Des flashs rapides et nets dans mon esprit. Des remorques gémissant en montant l'allée de gravier. Des inconnus transportant des glacières sur la terrasse. Des enfants courant dans le couloir que j'avais peint de mes propres mains. La cuisine bondée. Le ponton tremblant sous le poids. Mon silence, mon précieux silence, noyé. Il ne demandait pas. Il ne confirmait pas. Il m'informait. Comme si j'étais la dernière à connaître les plans faits en mon nom. La voix de mon père s'est jointe en arrière-plan, faible mais distincte. Il y a plein de place pour dormir. Elle ne s'en formalisera pas. Elle ne s'en formalisera pas. C'est sur cela qu'ils avaient toujours compté. Que je m'adapterais. Que j'absorberais. Que je sourirais et les laisserais prendre ce que je n'avais jamais offert. Je n'ai pas réécouté le message. Je n'en avais pas besoin. Chaque mot s'était déjà gravé en moi. J'ai repris le téléphone, mon pouce planant au-dessus du bouton d'appel, non pas pour répondre, mais pour écouter le silence sous leur certitude. Le genre de silence qui n'est pas vide, mais électrique. Ils pensaient que je plierais, comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose en moi a changé, précis et irréversible comme une serrure qui se tourne. Je ne les ai pas rappelés. Je n'avais pas à le faire. J'ai conduit vers le nord, sans allumer la radio. La route se déroulait devant moi en longues étendues argentées, du genre qui avale des pensées entières avant même qu'elles ne se forment. Des pins bordaient les deux côtés, grands et silencieux, comme s'ils avaient attendu que j'arrête enfin de prétendre que tout allait bien. Le gîte au bord du lac n'est pas apparu d'un seul coup. Il a émergé comme le font les vérités, lentement, puis soudainement, la charpente en bois captant les derniers fils de lumière du jour, la ligne du toit découpant un angle sombre et net contre le ciel. Ma poitrine s'est desserrée dès que je me suis garé. Même l'air semblait différent ici, dans le Val-de-Loire, plus frais, plus honnête. À l'intérieur, tout était exactement là où je l'avais laissé. Les armoires bleues que j'avais peintes moi-même, le plaid en flanelle drapé sur le dossier du fauteuil, la pile de livres près de la banquette de la fenêtre. Rien de bruyant, rien d'encombré, juste le calme. Je suis resté au centre du salon, les mains dans les poches, à écouter la maison respirer. Elle avait son propre rythme, des craquements dans les poutres qui se tassaient, le faible bourdonnement du réfrigérateur et, au-delà des murs, le doux clapotis de l'eau du lac contre la rive. Tout cela me posait une question. Es-tu prête ? Je l'étais. J'ai commencé par la cuisine, ouvrant les tiroirs, vérifiant chaque loquet, chaque charnière. J'avais besoin de bouger. Le mouvement, c'était le contrôle. J'ai rassemblé mon carnet, des années de chiffres crayonnés, de paiements encerclés, de listes de réparations reportées à une autre saison. Chaque page était la preuve que cet endroit existait parce que je l'avais construit, pas parce qu'il m'était tombé entre les mains. Ensuite, j'ai pris la boîte de documents, sans étiquette dramatique,
juste un contenant ordinaire renfermant l'acte de propriété, les papiers de la vente, les formulaires d'assurance et les reçus de chaque paquet de bois, chaque pot de peinture, chaque outil que j'avais acheté avec mon propre argent. Je les ai étalés sur la table de la salle à manger, non pas pour les montrer à quiconque, mais pour me rappeler ce qui était vrai. Quand j'ai été prête, j'ai passé l'appel. Le serrurier, Stéphane Martin, est arrivé en milieu de matinée, un homme tranquille à la démarche assurée et avec une boîte à outils qui cliquetait avec détermination. Il n'a pas demandé pourquoi j'avais besoin de nouveaux verrous sur toutes les portes extérieures. Il n'a pas commenté lorsque j'ai désigné le clavier numérique que je voulais faire installer. Il n'a même pas haussé un sourcil quand j'ai demandé que le code final soit 0814. Il a simplement hoché la tête et s'est mis au travail. Le cliquetis du métal, le faible vrombissement de la perceuse électrique, les clics doux de la mise en place, chaque son était comme une page qui se tournait. À midi, il m'a tendu un seul anneau avec 2 clés. Seulement 2, pas de double, pas de copie, pas de « juste au cas où » caché sous le paillasson. Tout est réglé, a-t-il dit. Ça ne s'ouvre que pour la personne que vous choisissez. La personne que je choisis. Les mots se sont installés en moi comme des pierres chaudes. Après son départ, j'ai fait le tour du gîte, verrouillant chaque porte, pressant la paume de ma main à plat contre le métal frais de chaque nouvelle poignée. C'était ritualiste, d'une certaine manière, chaque contact m'ancrant plus profondément dans ma propre vie. Dans l'après-midi, j'ai nettoyé sans en avoir besoin, essuyé les comptoirs, secoué les tapis, balayé les sols 2 fois, plié les couvertures, aligné les livres, réarrangé les tasses. Non pas parce que la maison l'exigeait, mais parce que mon esprit le demandait. Le contrôle n'a pas besoin de volume. Il a besoin de précision. Alors que le soir tombait, je suis sorti sur le ponton. Le lac ondulait sous la lumière dorée, calme et sûr de lui. Je me suis assise avec les pieds au-dessus du bord, les orteils effleurant la surface. Le froid m'a réveillé de la meilleure des manières. De l'autre côté de l'eau, quelqu'un a tiré des feux d'artifice. Des célébrations précoces de la ville voisine. Des étincelles s'élevaient, vives contre le crépuscule, puis s'estompaient en fumée. Elles n'ont pas atteint ma rive. J'ai regardé les reflets se briser en douces ondulations autour de mes chevilles. De retour à l'intérieur, j'ai pris la petite boîte en bois que j'avais sculptée pour ranger les clés et j'ai placé le nouvel anneau soigneusement au centre. J'ai refermé le couvercle. Le bruit sourd et mat a résonné dans la pièce. Je n'avais plus de colère en moi. Non, plus maintenant. Ce qui l'avait remplacé était quelque chose de calme, de solide et d'inébranlable. Une décision prise sans avoir besoin d'une permission. J'ai éteint les lumières extérieures une par une. Le chemin, le porche, la terrasse, chaque ampoule s'est éteinte jusqu'à ce que la maison devienne une silhouette sombre contre l'eau, un endroit où seul moi pouvais entrer. Avant de me coucher, j'ai écrit une ligne dans mon carnet, non pas dans la colonne des paiements ou la liste des réparations, mais sur une page vierge vers la fin. Cette fois, je ne rendrai rien de ce qu'ils prennent. J'ai fermé le carnet d'un déclic sec. Cette nuit-là, la maison semblait différente. Pas fragile, pas en attente. Elle semblait revendiquer. Je me suis réveillé avant le lever du soleil et je suis resté près de la fenêtre alors que le ciel passait de l'ardoise aux lavandes pâles. La brume flottait sur le lac comme un souffle retenu. J'ai regardé jusqu'à ce que le premier rayon de soleil la traverse, fin et délibéré. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. 3 appels manqués, 1 de maman, 2 de Léo. Je ne les ai pas ouverts. J'ai retourné le téléphone, face contre table, le même mouvement qu'au cabinet médical, mais cette fois, il n'était pas tremblant, il était choisi. Il voulait une semaine. Il voulait la maison. Il voulait le calme que j'avais construit sans même remarquer que j'en avais besoin pour survivre. Il pensait que je plierais. Mais rien en moi ne pliait. Rien ne courbait. Tout en moi s'alignait. J'ai verrouillé la porte d'entrée, le peine dormant s'enclenchant avec la clarté d'un argument irréfutable. Cette fois, ai-je murmuré dans la pièce vide, je ne réparerai pas ce qu'ils ont cassé. Ils sont arrivés un jeudi après-midi, assez bruyamment pour faire trembler le silence avant même que leurs pneus ne touchent le gravier. J'ai vu le premier faisceau de phare balayer les arbres, un arc long et confiant, comme quelqu'un revendiquant une terre avec la seule lumière. Puis un autre, et un autre. De la fenêtre de la mezzanine, j'ai regardé la caravane se déverser dans mon allée. Lucas est sorti le premier de sa Renault 4,
claquant la portière comme si l'air lui appartenait. Léo a suivi, jonglant avec des glacières et criant des instructions à des cousins qui n'écoutaient pas. La Citroën 2CV de mes parents s'est garée au plus près du Porsche, comme si la proximité se traduisait en autorité. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fait de signe de la main. J'ai simplement observé. Maman a gravi les marches avec des sacs de courses accrochés aux deux bras, son sourire déjà mis en scène. Elle a tourné la poignée, s'attendant à ce que la porte s'ouvre. Quand ce ne fut pas le cas, elle l'a secoué plus fort, puis a fouillé dans son sac à main pour une clé qui n'avait jamais existé. J'ai attendu qu'elle se recule, confuse, avant d'ouvrir la porte moi-même. Le son était infime. L'impact ne l'était pas. « Salut maman », ai-je dit, la voix égale. « Tu cherches quelque chose ?» Son expression a vacillé. La surprise, puis l'irritation. Puis quelque chose de plus vif qu'elle a essayé de cacher. « Ma chérie, la serrure doit être coincée. Cette maison est vieille. » Elle n'est pas coincée, ai-je dit. Elle est neuve. Derrière elle, papa fronçait les sourcils, scrutant le Porsche comme s'il lisait un plan qu'il n'approuvait pas. Lucas s'est avancé, un large sourire aux lèvres, déjà prêt à prendre les choses en main. Chloé, cet endroit est incroyable. Attends de voir le bateau qu'on a apporté. Les enfants meurent d'envie d'entrer. Il n'y a pas de rampe de mise à l'eau sur ma propriété, ai-je dit calmement, presque doucement. Cela n'a rien adouci. Léo a ri, de ce rire désinvolte et négligent qu'il utilisait toujours quand il supposait que je finirais par céder. Ne sois pas bizarre. Maman a dit que tu étais d'accord. J'ai regardé ma mère. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement soutenu son regard assez longtemps pour qu'elle sente le poids de la vérité. Elle avait pris mon silence pour une permission pour la dernière fois. On ne m'a pas demandé, ai-je dit. Les mots sont tombés lourdement entre nous. Les 12 minutes suivantes, c'était comme regarder une machine se dérégler au ralenti. Maman a d'abord essayé la culpabilité. Nous voulions juste passer du temps en famille. Tu n'organises jamais rien. Papa est passé au dogme. Une famille, ça partage. On ne ferme pas la porte à sa famille. Lucas a été pratique. Tu as 8 chambres. Arrête de faire ton cinéma. Léo a offert la facilité. C'est juste une semaine, Chloé. Derrière eux, les parents ont commencé à déballer quand même, posant des sacs, déchargeant une machine à karaoké, traînant des tables pliantes comme s'ils préparaient un festival. L'enfant de quelqu'un a couru vers le ponton. J'ai reculé à l'intérieur, j'ai posé ma main sur la porte et je l'ai fermée. Le pen dormant a glissé en place avec un clic clair et sans appel. Les voix se sont élevées immédiatement. La confusion, les plaintes. Puis la voix de maman se brisant en supplications qui semblait user sur les bords. Quelqu'un a frappé. Quelqu'un d'autre a essayé la porte de derrière. Lucas a secoué la poignée comme si la force pouvait réécrire le droit de propriété. Puis il y eut une brève pause, le moment où ils ont enfin compris que la frontière était réelle. J'ai éteint chaque lumière extérieure jusqu'à ce que la maison soit avalée par le soir. Assez sombre pour qu'ils se voient eux-mêmes. Assez silencieux pour que je n'entende rien. Ils ont appelé. Ils ont envoyé des textos. Maman a laissé des messages qui passaient de l'irritation aux larmes. Papa a envoyé des versets sur l'obéissance. Lucas a menacé de camper sur la pelouse. Léo a suggéré d'en discuter. Je n'ai pas répondu. La gendarme, Valérie Laurent, est arrivée juste avant le crépuscule, non pas parce que j'avais appelé, mais parce que quelqu'un d'autre l'avait fait. Elle a frappé une fois, a parlé à travers la porte, calme et professionnelle. Ils insistent pour que vous les laissiez entrer. J'ai juste besoin de confirmer le propriétaire. J'ai ouvert la porte juste assez pour lui tendre mes documents. Pas d'explication, pas de commentaire, juste la preuve. Elle a parcouru le nom, a hoché la tête et s'est tournée vers la foule en attente. Elle est la propriétaire. C'est elle qui décide qui entre. Le silence qui a suivi a été le son le plus fort que je leur ai jamais entendu produire. Cette nuit-là, je me suis assise sur le ponton, une couverture enroulée autour de mes épaules, tandis que le lac reflétait la voie lactée qui se levait. 32 personnes blotties sur l'accès public au lac, plus bas sur la route, les moustiques épais,
les esprits échauffés, les plans s'effondrant un par un. Ils étaient venus en s'attendant à des vacances. Ce qu'ils ont eu, c'est une conséquence. Pour la première fois de ma vie, la frontière était la mienne, et il ne leur restait plus rien d'autre à faire que de la sentir. Le lac a retrouvé son rythme une fois qu'ils sont partis. Le dimanche soir, la rive était de nouveau nette. Pas de glacière, pas de tente, pas de voix portée par-delà l'eau. Juste le calme, celui qui n'attend pas la permission. J'ai passé la matinée suivante pieds nus sur la terrasse, le café réchauffant mes mains, regardant la brume se lever en l'enfilamment délibéré. C'était étrange au début, de n'avoir rien à anticiper, pas de bruit de pas s'approchant, pas de décision prise autour de moi, juste un souffle. Le mien. J'ai parcouru la maison, touchant lentement les bords des choses que j'avais construites, les portes de placard que j'avais poncées jusqu'à ce que mes épaules me fassent mal, le tapis pour lequel j'avais économisé pendant des mois, la pile d'assiettes que Manon et moi avions trouvée dans une brocante. Tout était exactement là où je l'avais laissé. Cela seul ressemblait à une victoire. Le téléphone est resté silencieux sur le comptoir. Quelques appels manqués, pas de nouveaux. Il me laissait de l'espace, bien que ce ne soit pas par choix. L'espace, lorsqu'il est gagné de cette manière, ressemble à une pièce enfin débarrassée de la fumée. J'ai passé les après-midi à ne rien faire qui exigeait de l'efficacité. Lire près de la banquette de la fenêtre jusqu'à ce que le soleil change d'angle, passer ma main dans l'eau depuis le ponton, laisser le chien dormir la tête sur mon genou tandis que la brise traversait les arbres comme des excuses silencieuses. Pendant des années, j'ai pensé que la paix venait après que quelqu'un m'ait enfin comprise. Après que quelqu'un ait vu le déséquilibre, la prise, les suppositions. Mais debout sur la rive, regardant les ondulations s'élargir et s'adoucir jusqu'à disparaître, j'ai réalisé que la paix n'avait rien à voir avec le fait d'être comprise. Elle venait du fait de se choisir soi-même, sans demander la permission. Certains soirs, je rejouais le moment où j'avais fermé la porte, le peine dormant glissant en place, final et certain, non par dépit, mais pour me rappeler que j'étais capable de tracer une ligne et de la maintenir. Ce son est devenu sa propre forme d'expiration. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite avec ma famille. Je n'ai pas planifié la prochaine conversation ni répété d'explications. J'ai laissé l'incertitude s'asseoir à côté de moi, comme une autre présence sur le ponton. Pas menaçante, juste là, silencieuse. Le lac semblait différent alors, moins comme une évasion et plus comme un miroir. Il me renvoyait quelque chose que je n'avais pas vu clairement auparavant. Une vie qui ne disparaissait pas quand j'arrêtais de m'accommoder de tout le monde. Les frontières ne sont pas des murs. Ce sont des portes que l'on apprend à verrouiller sans s'excuser. Et la nuit où la Voie lactée s'est déversée sur mon lac, j'ai enfin compris quelque chose. Simple. Le silence n'est pas une absence. C'est la propriété de soi. Si vous avez déjà reconstruit votre vie, une décision tranquille à la fois, cet espace est pour vous. Restez, écoutez, suivez les histoires. Il y en a d'autres à venir. Plus de vérité, plus de calme, plus de force dite à voix basse. Merci d'être là.